Le ciel est bleu comme un rideau de douche. Pas un nuage, pas un avion, pas un oiseau, rien. Le bruit des roues du carrosse remplit l'air frais d'un samedi matin. Devant lui, le père marche d'un pas assuré vers sa balle. Il tire le sac de golf du père et le suit de près. Il est à peine assez grand pour tirer une grosse sac de golf en cuir. Il est petit pour son âge, ce qui lui rend la tâche encore plus difficile. Quand la pente d'une colline est trop à pic, il doit prendre la main du père et se faire tirer. Il prend toujours la main droite. C'est la main avec le gant. Il aime la senteur de cuir et de sueur du gant de golf. C'est une odeur qu'il n'oubliera jamais. Ça, et le mélange de rosée et d'herbicide sur un terrain de golf tout le matin. Odeur heureuse. Le père lui donne 5 piastres pour tirer le sac. Il ne le fait pas pour l'argent. C'est le seul moment de la semaine qu'il peut passer avec le père. Papa, hein? Comment on dit ça, t'es mort en anglais? J'ai commencé à écrire, disons, si on veut dire sérieusement. J'étais allé chez mon père. Ça faisait plusieurs années que j'étais allé chez lui. C'était la première fois que j'étais allé où est-ce qu'il habitait, un appartement à Ottawa. Et puis, ce que j'ai trouvé là m'a un peu mis à terre. Sans savoir pourquoi, il fallait que j'essaie de décrire ce que je percevais être le bordel qui était devenu la vie de mon père. C'est devenu l'égoïste, c'est devenu mon premier texte. Et puis, écrire pour moi, finalement, c'est toujours ça. J'écris l'égoïste pour essayer un peu de comprendre qu'est-ce qui est arrivé à notre famille, une petite famille bien ordinaire qui vivait dans les banlieues de Toronto dans les années 60. Et puis ça a amené à d'autres textes. Comment on dit ça, t'es mort en anglais, qui a été écrit après le décès de mon père et de mon frère à 3 semaines d'intervalle. Et puis, et ça, ce texte-là, c'était un peu... je dis toujours, c'était une façon pour moi de comprendre comment on survit. Comment est-ce qu'on survit quand on perd nos antagonistes? Mon frère et mon père avaient une très grande source de frustration et de stress. Et puis, tout à coup, ni un ni l'autre étaient là. Et puis, je me suis rendu compte que ces conflits-là me définissaient à un certain niveau. Et puis, l'écriture est devenue pour moi un peu, c'est ça, d'examiner l'antagoniste, de trouver l'antagoniste, de voir essayer de comprendre ce qui nous antagonise. La raison que je suis dans ma voiture, c'est parce que je pense que j'aimerais parler d'American Dream en particulier, en fait d'écriture. Et puis, une bonne partie de partie 1 d'American Dream a été écrite dans ma voiture, dans cette voiture-ci, assis devant l'édifice à côté, là. Il s'appelle Wellspring. C'est un centre de ressources pour les gens qui souffrent du cancer et leurs familles. Et puis, pendant l'écriture, j'ai commencé à écrire American Dream suite au diagnostic de cancer du sein de ma blonde, de Louise Nobert. Je l'appelle ma blonde, ça fait 35 ans, c'est encore ma blonde. Et puis, elle venait ici, c'est pour des sessions de relaxation. Et puis, moi, je passais mon temps dans la voiture à l'attendre. Et puis, je me suis mis à écrire. Et puis, je dirais, le 3/4 d'American Dream, partie 1, a été écrite ici, à attendre Louise. Et puis, ça me permettait donc, on le sent, là, il y a un calme, il n'y a pas de bruit, et je pouvais me concentrer. Et puis,
Et ça sortait tout seul. La création des personnages sortait tout seul, la création des dialogues. C'était un sentiment très zen d'être assis ici, sachant que ma blonde, quelqu'un s'occupait d'elle, elle s'occupait d'elle, moi je m'occupais d'elle en étant ici. Elle savait que j'étais ici. Et puis, elle était en sécurité, puis moi aussi. Donc, et l'écriture, c'est ça. American Dream, c'est sorti d'un peu un besoin. C'est après un séjour en Afghanistan qui m'a fait comprendre beaucoup de choses à propos de la politique, à propos de politique internationale, à propos de comment nos gouvernements agissent, à propos de ce qu'on sait, ce qu'on sait pas, ce qu'on nous dit. Le personnage d'Emily dans American Dream revient de l'Afghanistan avec un secret. Elle ne révèle pas à sa famille qu'elle a causé la mort d'une jeune Afghane. Les enfants en Afghanistan, c'est comme des chats. Ils se tiennent en gang. Les plus vieux s'occupent des plus jeunes, mais en général, ils sont laissés à leur propre compte dans les rues. Les mères sortent jamais, bien entendu, puis les hommes travaillent. Ça fait que les enfants traînent dans les rues. Ils retournent chez eux quand ils ont faim, comme des chats. On se sent en sécurité quand il y a des enfants dans les rues. Quand les enfants sont là, il n'y a rien qui va sauter. Ils ne vont pas faire sauter leurs petits. Ils ne sont pas malades à ce point-là. C'est quand il n'y en a pas dans les rues qu'il faut vraiment faire attention. Les filles, même jeunes, ont tendance à se cacher le visage, surtout quand tu essaies de les prendre en photo. Mais si tu leur montres la photo tout de suite, elles trouvent ça drôle. Elles aiment ça se voir. Elles rient. Ça m'a surpris. Je ne m'attendais pas à voir des enfants heureux. On était en patrouille dans le village de Mushan. Mushan, c'est à une trentaine de kilomètres de CAF, Kandahar Airfield, au bout d'une route que les Canadiens aidaient à construire. Notre job à nous autres, c'était d'assurer la sécurité pour empêcher les insurgés de poser des bombes sur la rue. Il y avait un groupe de petites filles sur le bord du sentier où on patrouillait. Quand j'ai voulu prendre une photo, elles m'ont toutes tourné le dos, sauf une. Elle ne devait pas avoir plus de 6 ans. Les cheveux bruns, un peu n'importe comment, les sourcils bien fournis, une peau couleur de sable. Mais c'est ses yeux qui m'ont crissé à terre. Des beaux yeux bruns clairs. Elle me regardait en plein des yeux. Même après que j'avais pris la photo, elle restait là à me regarder. C'était pas le regard d'une enfant. Il y avait tellement de vécu dans ses yeux. Une toute petite fille de même. Je me suis senti comme insignifiant devant elle. Comme si j'avais pas rapport. Comme si elle me disait « Mais qu'est-ce que tu penses que tu fais ici? » Elle est convaincue qu'elle a fait du bien. Elle a aidé des gens, comme elle dit dans « J'ai aidé du monde », elle dit dans le texte, « J'ai aidé du monde ». Mais elle ressent la culpabilité aussi d'avoir participé à quelque chose qui a aucun sens. Mais quelques jours en Afghanistan, ça aussi m'ont bouleversé de comprendre la différence, l'énormité, par exemple, de la présence américaine, de la coalition américaine sur le sol afghan, comparée à la vie des Afghans, juste, disons, de l'autre côté, outside the wire, comme on appelle. Nous, on a passé notre temps dans le désert, dans des petits centres avec les Afghans, et puis ça se tenait pas debout. Et puis l'écriture, pour moi, du personnage d'Emily, c'est ça, c'est d'essayer de comprendre notre présence, notre participation dans ce conflit-là. Et puis c'est sorti comme ça, puis c'est souvent ça, c'est ça pour moi l'écriture. C'est de voir comment je peux arriver à comprendre les choses qui se passent autour de nous. Et puis j'y arrive, des fois j'y arrive pas, mais et ça devient un exercice, finalement, ça devient aussi un exercice de style, d'essayer
mettre tous ces éléments-là ensemble et d'en faire une histoire cohérente, qui se tient, qui va être intéressante à suivre. Quand j'ai vu les 2 tours s'effondrer, je me suis dit qu'il se passait quelque chose que je comprenais pas. Ça sort pas de nulle part en affaire de même. Tu détournes pas 3-4 avions de ligne, plein de monde, pour aller t'écraser contre des buildings en plein cœur de New York, sans provocation. Le lendemain, j'ai changé de concentration à l'université. J'ai décidé d'étudier en histoire, plus précisément l'histoire américaine. Je voulais savoir comment on s'était rendu là. Le personnage de Brigitte, disons, qui est le plus proche de ma démarche, disons, au niveau de la recherche dans l'histoire américaine, l'histoire canadienne, qui aussi, elle est frustrée par... Elle ne comprend pas. Quand on disait après le 11 septembre, on était attaqué sans provocation, moi, ça ne se tenait pas debout pour moi. Puis c'est beaucoup d'où vient le texte de Brigitte, qu'on nous dise ça... sans provocation, ça se tenait pas. Puis donc, à travers Brigitte, j'ai essayé de comprendre, j'ai fait beaucoup de recherches. Et puis, et parallèlement, je faisais de la recherche, en même temps, je faisais de la recherche sur la disparition de mon grand-père. Mon grand-père, il a disparu à New York en 1942. Ça a toujours été le gros secret de la famille. Il y avait des milliers de personnes sous la pluie, au froid, qui attendaient en silence que les cloches sonnent à 12h30. L'heure à laquelle les coups de feu avaient résonné sur ces mêmes édifices il y a 50 ans. Mais c'est la veille des cérémonies que c'était le plus touchant. Il y avait un couple d'Italiens sur le trottoir à côté de moi. La femme pointait vers le 6e étage du Book Depository, l'endroit d'où Oswald aurait tiré. C'est petit, Dealey Plaza. Dans les films, ça paraît immense, parce qu'on montre toujours l'assassinat au ralenti, que ça semble prendre une éternité entre le moment où la limousine tourne le coin de la rue Elm et celui où la tête... J'étais là. Un groupe d'Allemands racontait la même histoire. Je parle pas allemand, mais il y en a un qui dit « boum »,« boum boum ». En allemand, en français, en italien, « boum boum », ça veut dire pas mal la même affaire. Tout ce monde-là racontait la même histoire comme si c'était la leur. Comme si ces gens-là avaient été à Dealey Plaza il y a 50 ans et qu'ils étaient revenus sur les lieux pour raconter à leur famille ce qui s'était passé. Tout se faisait à voix basse. C'était très respectueux. J'ai décidé de faire de mon personnage de grand-père, de l'impliquer dans l'assassinat. Ça n'a pas été un choix qui était heureux au tout début avec mes collègues. Quand on commençait à créer le spectacle, je disais, ben voyons donc, tu ne peux pas parler de Kennedy. Là, ça ne se tiendra pas. Mais finalement, c'est devenu un élément clé. C'est devenu vraiment la toile de fond de toute cette histoire-là. C'est notre relation avec l'histoire américaine. Et comment cette histoire-là l'effet que ça a sur nos vies, même si on se dit Canadien et puis que souvent on dit qu'on n'est pas impliqué dans les guerres où on participe indirectement en fournissant des matériaux. Tout cet élément de Kennedy-là dans American Dream m'a permis de suivre le parcours de la société telle qu'elle a existé pendant ma vie à moi, disons depuis la fin des années 50 jusqu'à maintenant. On est arrivé à Toronto dans les années 60 et on habitait à un petit quartier de maisonnettes qui était tout neuf, qui venait d'être établi. On était la première famille à habiter dans ce quartier-là. Et puis, pour moi, c'était un terrain de jeu. J'avais 8 ans quand on est arrivé. Et puis, c'était une place pour s'amuser. Je partais le matin, je déjeunais, je partais le matin de l'été en vélo. Je revenais pour dîner. Et puis, un peu comme dans le texte d'Émilie, je revenais quand j'avais faim. Et puis, comme un chat. Et puis, je repartais en l'après-midi. On jouait partout. On jouait à la guerre. On jouait tout ce qui est qu'on remet en question aujourd'hui. On jouait à la guerre et on jouait aux cowboys et aux Indiens. Et c'est ce qu'on faisait à l'époque. C'est dans les années 60.
Mais ça nourrit mon imagination. Chez nous, mes parents et mon frère lisaient beaucoup. Moi, je lisais pas. Et ça me frustrait un peu parce que moi, je voulais aller jouer. Et puis, mais je pense que pour moi, c'est ce que nourrit mon imagination. Je sortais, puis en franchissant la porte, c'est l'aventure qui commençait. Et puis, maintenant, je suis en train de travailler sur un texte qui se passe précisément sur ces lieux-là, à la fois en 1969 et en 2019. Et le constat que le personnage principal en fait de ce lieu est un peu de la ville de Toronto. La ville de Toronto devient également un personnage. Le constat, pas nécessairement positif de la ville, comment la ville a évolué. Et c'est sûr, à la fin, c'est sûr qu'on comprend, c'est pas un trip nostalgique non plus pour dire que c'était meilleur dans les années 60, c'est pas vrai, c'est pas du tout ça. Mais qu'il y a des changements dans la société, des changements dans la ville qui ne sont pas nécessairement pour le mieux, et le personnage essaie de, comme moi, essaie de comprendre qu'est-ce qui l'antagonise dans cette ville, dans cette société en ce moment. Juillet 1969. L'odeur de friture et de cigarettes flotte dans l'air. Hey Jude joue pour la énième fois à l'antenne de 1050 Chum. Le cuisinier, accoudé au comptoir, fume et lit sans grand intérêt la section des sports du Toronto Telegram. On dirait une toile de Edward Hopper. C'est modeste comme endroit, 4 booths en bois et une demi-douzaine de tabourets chromés au comptoir pour une clientèle composée en majorité d'ouvriers de Scarborough qui viennent luncher en semaine. Mais à 6 heures, le lundi, pas d'achalandage dans le diner, à part 4 ados dans leur booth habituel. Pourquoi on vient ici si on n'aime pas le poisson? Lance Dutch en jouant avec sa frite dans le ketchup. Pour les frites, répond Jim. Les frites. Y&J Fish and Chips se trouve au sud de la 401, du côté ouest de Victoria Park, véritable frontière entre la classe ouvrière de Scarborough et la classe moyenne de Don Mills. Des 4 jeunes, Dutch est le plus vif d'esprit. Chuck, c'est l'athlète, et Cooper Smith, c'est le plus intelligent. Mais le leader, du moins le plus énigmatique du groupe, c'est Jim. Très avenant, Jim n'est pas du quartier et de fait, personne ne semble savoir précisément où il habite. Les gars soupçonnent qu'il vient de Scarborough, mais si on lui pose la question, il sourit sans rien dire, ses yeux pères impassibles à la Clint Eastwood. Il a effectivement l'allure de l'homme sans nom, qui surgit de nulle part dans la séquence titre du film et disparaît dans la brume au générique, laissant derrière lui un sillon de carnage. Tous les lundis, les gars vont manger une frite au Y&J et prennent ensuite l'autobus de Victoria Park direction sud jusqu'à Eglinton pour descendre au Golden Mile Plaza. Même si le strip mall est à Scarborough, Dutch et ses amis arrivent à surmonter leurs préjugés pour l'amour du cinéma. Quand on est arrivé du Québec en 1966, on est arrivé ici. Là, cette maison-là, cette maisonnette-là. C'est un quartier de maisonnettes qui était tout nouveau. Je me rappelle de ce lieu ici d'une façon très spécifique. À côté de la maison, on jouait, on faisait semblant que c'était... On sautait en bas du mur et puis on se mettait des casques de scaphandre, puis on collait des bouteilles d'eau de Javel ensemble avec un boyau. On faisait semblant que c'était des bonbonnes d'oxygène. Donc, l'imagination, pour moi, c'est ici que ça a commencé, de m'inventer des scénarios. Je suis venu ici l'année passée, puis ça m'a beaucoup touché comment l'endroit avait changé, et pas nécessairement pour le mieux. C'était mon souvenir encore, c'est mon souvenir. C'était vraiment une communauté pour les familles, pour les jeunes, et puis il y avait toujours un tas de jeunes. On est samedi aujourd'hui, puis je vois
je vois pas de jeunes. Je vois pas de jeunes. Et puis, ça m'a fait quelque chose de voir qu'est-ce qui était devenu cette communauté-là et comment, disons, renfermé c'est devenu alors que c'était vraiment un lieu ouvert. Ça fait drôle. Je suis stationné là où mon père stationnait sa grosse Chrysler en 1968. Je pense que c'est juste ça. Je pense que ça se résume à ça pour moi écrire. C'est de revoir les choses. Essayer de voir les choses de la façon que je les ai vues à l'époque. Essayer de comprendre le contexte. Essayer de voir peut-être l'autre côté de la médaille. Peut-être de trouver l'objectivité. On juge tellement vite. On est tellement vite à trancher, à catégoriser, à cataloguer. Toujours basé sur quoi? Moi, qu'est-ce que je connaissais quand je vivais ici? Tout ce qui était important pour moi, c'est de sortir dehors et d'aller jouer. C'est tout. Qu'est-ce que je connaissais de la vie de mes parents? Qu'est-ce que je connaissais de pourquoi ils ont fait ce qu'ils ont fait, les choix qu'ils ont fait? D'ici, on est parti pour les États-Unis. Un élément qui a beaucoup inspiré American Dream, la famille dans American Dream, la famille cardinale. Dans ma tête, quitte d'ici, sur cette rue, pour aller aux États-Unis, à Cedar Rapids, Iowa, comme on l'a fait. Et puis, tout ce qui s'est passé par la suite. Les choix que mon père a faits. Les bons choix, les mauvais choix. Puis, quelle objectivité j'avais par rapport à ces choix-là à l'époque, je ne sais pas, je pense pas, j'en avais. Est-ce qu'on en a? Je ne sais pas. Mais c'est ça. Je pense écrire, ça me permet au moins de faire la tentative de repasser dans ma tête les événements, de donner un contexte et peut-être des fois en rire. L'écriture de l'égoïste, mon premier texte, de voir ces phrases-là, de voir des choses que moi et mon frère, on s'était dit pendant des années, mais de voir ça sur scène et d'entendre le public rire, ça changeait tout, ça mettait un autre contexte sur la chose et ça enlevait la lourdeur de certains événements. De le revoir sur scène, de voir ces événements-là sur scène et de les entendre, d'entendre ça dans la bouche de comédiens, d'entendre le public trouver ça drôle ou triste. Ça mettait un autre contexte. Je pense que c'est ça qui me donnait une certaine objectivité, qui pouvait dire, bon, ben ok, ouais, c'est ça, regarde, à entendre le personnage dire des choses que j'ai dit souvent, dans un autre contexte, tu dis, ouais, ok, ben, c'était pas fort. Mais c'est ça pour moi écrire. C'est pas du tout nostalgique. C'est vraiment la volonté de comprendre. Peut-être faire mieux la prochaine fois.